à vous, mesdames, messieurs. Résultats provisoires des municipales et communales du 17 mai dernier sont enfin situés sur leur sort. Les informations politiques ayant été en lice. La disposition relative aux 10% de représentativité exigée au plan national n'aura pas été favorable à deux d'entre elles, l'UDBN et le PRD. Celle-là même, mesdames, messieurs, ayant bataillé pour le vote d'une disposition pourtant très querellée en son temps, avec respectivement 2,17% et 5,49%. L'UDBN et le PRD sont d'office disqualifiés à l'attribution des sièges. Ont pu atteindre la barre des 10% dans l'ordre de mérite l'UP, l'Union progressiste, avec 39,97% et le BR avec 37,38%, puis le parti FCBE, 14,98%. On dit de cette formation la surprise des communales. Résultat provisoire des communales et municipales du 17 mai. Fin du supplice pour les partis politiques ou un non-événement. À l'instant débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant deux politiques sur ce plateau, des formations ayant pu tirer leur épingle du jeu. À ma droite, il a nom Laurent Delors-Faton. Il est le secrétaire national adjoint à l'économie numérique des FCBE. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Yetondier, bonjour, chers téléspectateurs et internautes. Merci d'être des nôtres, ça fait un plaisir, un énorme plaisir de vous revoir après ce long moment d'absence. C'est un réel plaisir pour moi aussi parce que le plateau de Sika TV me manquait. Heureux de l'apprendre en face de vous. Il n'est plus à présenter Laurent Delors-Faton. Votre vis-à-vis, vous le connaissez très bien, Félicien Fayon, un confrère qui a arboré comme un certain depuis peu son manteau d'acteur politique. L'homme a accompagné durant cette campagne la formation dont il est l'un des porte-étendards. L'UP, l'Union progressiste, la formation ayant le vent en poupe. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à tous les téléspectateurs de Sika. Félicitations, je suis tenté de dire. Merci beaucoup. Heureux de vous recevoir dans nos bureaux une fois encore. 14e mandature de la décentralisation, mesdames, messieurs, sont éligibles à l'attribution des sièges. L'UP, le BR et les FCBE. Le grand outsider a pour nom le PRD. Et pourtant, jusqu'au bout, ils y ont cru. Laurent Delors-Faton, vous l'avez observé, vous qui avez travaillé, oui, il faut le rappeler, mesdames, messieurs, Laurent Delors-Faton, non seulement il fait partie du bureau politique des FCBE, il était sur le terrain en qualité de candidat à ce scrutin. Dans un fief âprement discuté par le PRD qui, malheureusement, ne fera pas partie de ceux-là qui vont bénéficier de sièges. Comment avez-vous vécu cet instant de résultat, je veux dire? Avant tout propos, permettez-moi quand même de dire un sincère merci à tout le peuple béninois pour le déplacement vers les urnes le dimanche dernier et un sincère merci à tous les militants et sympathisants du parti Force Cori pour un Bénin émergent, ceux qui nous ont accordé leur suffrage dans tout le Bénin à travers les 546 arrondissements et particulièrement ceux qui m'ont accordé leur vote dans le 5e arrondissement de Porte-Nouveau. Je tiens aussi à dire un sincère merci à tous les responsables du parti, à tous les camarades avec qui nous avons fait la lutte depuis quelques années et particulièrement depuis quelques mois, quand les crises les plus profondes qui ont secoué notre parti ont commencé. C'est le moment de dire à chacun de nous courage. Courage et espoir, parce que l'avenir reste encore meilleur. Et je pense que ce qui vient d'être fait aujourd'hui nous apporte encore plus de tonus et nous fait croire que nous pouvons rêver. Rêver de notre existence politique dans ce pays, rêver que le combat que nous faisons est le combat juste, malgré tout ce qu'on peut nous reprocher les uns ou les autres. Nous croyons encore que nous faisons le bon combat pour ce peuple et qu'il faut continuer par le faire. Je les invite, chacun de nous, à plus d'ardeur et de détermination pour l'avenir. Quant aux élections dont nous parlons proprement, il faut dire que j'étais candidat dans le 5e arrondissement de Porte-Nouveau et le PRD, c'est le fief du PRD Porte-Nouveau. Les gens y ont cru et y croient toujours. Ils croient toujours que le PRD pouvait avoir les 10%. Moi, à travers les 2 semaines ou bien un mois de campagne que j'ai eu à faire, l'après-campagne avec la campagne, je disais aux uns et aux autres qu'au regard de l'analyse, au regard de la situation politique actuelle, que le PRD ne pouvait pas avoir 10%. Mais les gens y ont cru. Ils ont voté majoritairement pour le PRD dans Porte-Nouveau et les résultats sont là aujourd'hui. Mais la situation du PRD, ce n'est pas une situation avec laquelle il faut s'amuser ou bien il faut ridiculiser. Parce que beaucoup ridiculisent et prennent la situation comme une banalité. Non. Le PRD est le dernier
vétérans de la classe politique. Avant d'en arriver à la question des vétérans, ce résultat du PRD, vous, personnellement, qui avez bataillé sur le terrain, est-ce que vous y croyez? Vous y attendiez? Je dirais oui. Oui, parce que Porte-Novo reste et demeure encore le fief, je dirais la chasse gardée du PRD jusqu'à une époque donnée. Et on a vu l'entrée en scène de nouveaux acteurs, et particulièrement les deux blocs de la mouvance qui ont fait le combat pour les législatives passées. Si le PRD avait participé aux dernières législatives, je pense que le résultat serait encore meilleur. Mais le fait que le PRD ait été exclu des dernières législatives a donné le libre champ aux deux partis de la mouvance qui ont su s'imposer progressivement et ont vendu leur nom. En cas que le PRD est aussi un parti de la mouvance, soutient le gouvernement. Écoutez, je n'ai pas fait ce débat avec les partisans du PRD, mais c'est que le PRD est un parti de la mouvance, mais un parti périphérique de la mouvance. Il y a les partis de la mouvance qui sont les plus connus, c'est les deux blocs. Les Républicains et les Progressistes sont les partis de la mouvance qui sont des partis issus des forces qui ont fait venir le chef de l'État au pouvoir. Ces partis se réclament ou bien sont les premiers partis de la mouvance. Le PRD est un parti périphérique. Mais son absence aux dernières législatives a dressé le lit aux deux formations politiques qui ont su progressivement s'imposer. Et quand le PRD est revenu, il y avait d'abord un doute dans la conscience des gens. Ce fut le cas aussi pour le FCVE. Les gens ne croyaient pas encore que le PRD allait participer aux élections. C'était déjà le premier obstacle au PRD. Mais les deux partis de la mouvance, ils ont utilisé tous les moyens qu'il fallait. C'est-à-dire utiliser tous les moyens. Vous savez, malheureusement, les vieilles habitudes ont encore fait école cette fois-ci. Pour être précis, la fraude électorale a régné, l'argent a dicté sa loi. Et dans Porte-Novo, le PRD a fait usage de tous les moyens dont ils avaient coutume par le passé. Et les deux blocs aussi ont fait usage de tous les moyens. Peut-être que nous étions naïfs, mais je pense que c'est la naïveté. Parce que je me dis qu'avec le nouveau cap donné par le chef de l'État, on pouvait commencer non seulement par faire des réformes, je dirais, au niveau des lois, mais au niveau des pratiques. Moi, j'ai cru, à un moment donné, que les pratiques allaient changer. J'ai cru qu'on pouvait faire la politique autrement, avec beaucoup plus de valeur et de civilité. Mais c'est fait que les gens ont utilisé abondamment l'argent, et pas en période de campagne, mais dans les 2 jours, et particulièrement la nuit du samedi et le matin très tôt du dimanche. Les deux blocs l'ont fait et le PRD aussi l'a abondamment utilisé. Moi, avec tous ceux qui travaillent, j'ai dit, on fait la campagne les 2 semaines et on s'arrête. Le samedi et le dimanche, on croise les bras et on observe le comportement des électeurs. Mais malheureusement, à notre désavantage, on a remarqué que c'est dans la nuit du samedi et du dimanche matin que les 3 blocs ont utilisé tous les moyens. Et la distribution du riz, du maïs, de l'argent et le déplacement des électeurs à travers les émédiats et autres moyens de déplacement. C'est comme si les populations béninoises ne sont pas aptes elles-mêmes à sortir pour aller accomplir le devoir citoyen civique. Et qu'il aurait fallu d'abord qu'on les déplace pour qu'ils aillent. On a dû déplacer des gens. Les émédiats étaient mis à contribution des motos pour qu'on paye des cabinets aux gens et d'y aller déplacer les gens de maison en maison. Ils l'ont fait tout le long. Et dans les centres de vote, les gens étaient installés le long des centres de vote pour donner les consignes. Quand on dit consignes, donner des consignes, c'est qu'on vous parle, on vous montre le bulletin et après on vous remet de l'argent. Ça a été la pratique. Les gens ont été arrêtés même à Porte-Novo pour ces pratiques. Et moi, je dis, si le chef de l'État prône un changement, une réforme du système partisan, et que ces partisans, parce que le PRD, qu'il soit mouvancier de la périphérie ou autre, ce sont les blocs de la mouvance, je dirais, s'ils continuent d'avoir des pratiques déshonorantes pour la démocratie béninoise, le chef d'État aura tout fait, rien ne changera d'ici quelques années. Alors, le PRD, vous venez au système partisan, on y revient, mais par rapport au PRD, pour vous conclure, pour vous, c'était plus qu'évident que le PRD se retrouve dans cette position d'outsider. C'était évident parce que vous savez, quand vous prenez le PRD en l'état, à une époque de gloire, le PRD avait 25%. Mais progressivement, la chute était libre et on la voyait. Aujourd'hui, le PRD a perdu pratiquement toutes les communes de Lomé, excepté Porte-Novo, qui était encore en ballottage, et Adjara. Mais on savait que le PRD était en net recul dans Vrancourt et dans Misérité. Et quand on vient à Saint-Podi, on sait que le PRD est rudement bataillé avec les autres. Cotonou, on sait que Cotonou est déjà parti. Et quand on fait une analyse simple de la situation géopolitique de l'influence du PRD,
on était sûr que le PD n'allait pas avoir les 10%. Mais ils y ont cru. C'est à leur avantage d'y avoir cru. Parce qu'il ne sert à rien de désespérer. Il faut toujours aller jusqu'au bout. Et je pense qu'il faut les en féliciter. Ils sont allés jusqu'au bout et ils ont vu désormais leur image, leur vraie carte. Tant mieux. En tout cas, le PRD, mesdames, messieurs, on vous le promet, vous les écouterez en personne. Est-ce qu'ils ont pour autant baissé les armes? Certainement pas. Vous connaissez le slogan de l'autre côté, c'est jusqu'au bout, ils iront. Alors, Félicien Fagnon, vous, PRD, outsider, pour ce scrutin avec la question des 10%, c'était aussi évident pour vous? Merci beaucoup, Joël. Je voudrais, avant de répondre à votre question, partager avec les téléspectateurs quelques leçons que moi j'ai tirées de ce scrutin, oui. Beaucoup plus les résultats qui ont été donc proclamés dans la nuit du mercredi à jeudi matin. D'abord, je retiens que quand on prend les FCBE, et M. Delof ne me dira pas le contraire, Yahi Boni a perdu complètement le contrôle de ce parti politique. C'est-à-dire que ce parti n'est plus porté aujourd'hui par le président Boni Yahi. Parce que vous savez que... Je propose, là, vous inversez les rôles. Je propose qu'on commence par l'outsider et on reviendra. C'est sûr, avec le chiffre, parlant de Yahi Boni, on tire des chiffres, forcément. Pour venir, donc... Commençons par le outsider, on reviendra au FCBE. Oui, vous savez, pour le PRD, c'était évident. C'est vrai qu'à un moment donné, moi-même qui vous parle, j'avais cru que avec un peu d'effort, le PRD pourrait avoir les 10%, quand bien même je ne le souhaitais pas parce que... Vous ne le souhaitez pas? Non, justement parce que notre pays a fait une option. Et au moment où on faisait cette option, c'est le leader du PRD qui était président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui a conduit les travaux et les lois ont été votées. Nous avons fait l'option des grands regroupements au niveau de notre pays. Les regroupements le PRD y a adhéré. Au niveau de notre pays. Le PRD y a adhéré. Et même dans les premières consultations, si vous vous rappelez bien, le PRD devait même appartenir à l'un des grands blocs qui étaient donc en cours de gestation à l'époque. Mais ils avaient posé des conditions. C'est notamment leur logo qui ne devait pas disparaître, les sections, les structures de base qui devaient rester intactes. Légitime, puis, non? Non, je dis non parce que qu'est-ce que nous voulons refuser en allant vers les grands regroupements? C'est que nous voulons finir avec les partis créés en 1990 qui nous ont montré leurs limites, qui nous ont montré qui sont rien que des partis régionaux. Donc il fallait finir avec ces partis régionaux-là, qui aujourd'hui ne savent pas que quand on dit PRD, c'est que c'est Porte-Nouveau. Quand on dit PRD, c'est l'OME et peut-être même une partie de Cotonou. Qui est-ce qui ne le sait pas? Donc, il fallait finir avec ça pour que, si le nouveau parti politique est créé avec un nouveau logo, celui qui est à Manaville puisse se reconnaître à travers ce parti politique. Mais le fait d'exiger à l'époque que le logo reste, que les sections restent, c'est comme si celui qui est à Kandi, celui qui se retrouve de l'autre côté de Tumi à Ratengo, ne va pas se reconnaître à travers ce parti politique. Et donc, le PRD même a enclenché depuis 2018 donc, le processus de sa mort politique. C'est normal. C'est vrai que pour bien germer et porter de bons fruits, il faut pourrir d'abord. C'est ce qu'il faut en réalité. Et c'est ce que les autres partis, notamment le PSD, le MADEP, l'UDS et autres partis politiques ont accepté. Ils ont accepté mourir. Maintenant, pour se fondre en un grand regroupement maintenant et porter de nouveaux fruits. La mort que les gens proclament du PRD aujourd'hui, estimant que bon, le PRD n'existe plus, c'est fini pour le PRD, c'est vrai que il faut cette mort-là pour que le PRD revienne en force, avec peut-être une autre dénomination. Mais c'est trop tôt de tirer des conclusions, puisque nous avons encore une élection. D'ici 2023, nous avons encore les législatives. Et ce n'est pas exclu que le PRD revienne encore avec force. Donc, il ne faut pas vendre trop tôt, la peau du loup. Quelle est la conclusion sur laquelle le PRD est mort, le PRD n'existe plus? Je pense que non. Ils auront 3 ans pour se préparer et revenir peut-être parce qu'il n'est pas dit qu'il faut avoir forcément des élus au niveau des conseils municipaux et communaux avant de se faire représenter à l'Assemblée nationale. Quand vous prenez par exemple les FCBE n'ont plus personne au niveau du Parlement. Et pourtant, aujourd'hui, les FCBE sont revenus en force au niveau des conseils communaux et municipaux. Et donc, c'est ainsi que le PRD pourrait encore, en 2023, revenir au Parlement, c'est possible. Mais c'est si et seulement si ce parti accepte, d'accord, quitter les entrailles de M. Adrien Humbedi, que ce parti accepte, se libérer de Lomé Plateau, se libérer de Porte-Nouveau pour accepter que les autres régions aussi l'épousent. Si ça se passe ainsi, je crois que le PRD peut revenir encore. Le PRD peut revenir en force. Ce qui pousse à la désolation certains, c'est de constater qu'en définitive,
aucune, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, de ces grandes formations, la seule qui était encore supplie apparemment et qui pouvait encore tenir, disparaît de cette façon-là. En tout cas, pour les prochains grands défis, dans l'immédiat, le PRD est là, un abonné au rendez-vous. Et vous semblez tout à l'heure dire qu'il ne faut pas s'en réjouir outre mesure. Oui, vous savez, la question du PRD est une question très très délicate qu'il faut analyser avec du sérieux. Ce n'est pas la personnalité de M. Adil Ngouidi qui est en jeu. C'est un idéal de 90 qui meurt avec le PRD. La RB est partie, le PSD est parti, Fala, Fia, Kadounia et autres. Les grandes formations politiques de 90, on les connaissait. Les années 90, elles sont en train de partir toutes. Mais la véritable question que vous posez, qu'est-ce qui étaient les traits caractéristiques de ces partis qui ne leur ont pas permis de survivre 30 ans plus tard? Alors, ces traits caractéristiques ont-ils disparu des nouvelles formations politiques créées aujourd'hui pour que dans 30 ans plus tard, on puisse continuer par les voir et compter sur le suivi? De façon synthétique, comprend ces traits? J'en trouve trois essentiellement. Allez-y, lesquels? Le premier, c'est l'hyperpuissance d'un individu au sommet des partis politiques. Tous ces partis politiques ont été incarnés par des individus. Les partis politiques de 90. C'est comme ils disent, des individus qui les ont incarnés. Ça, c'est le premier trait caractéristique de ces partis politiques. Le second, c'est l'hyperdomination de l'argent fourni par un groupe ou bien un réseau, un groupe très restreint. Et les autres sont là comme des ouvriers qu'on manipule et qu'on finance. Le troisième trait, c'est la régionalisation de ces partis politiques. Ces partis politiques se sont regroupés dans des zones données et qui ont influencé ces zones durant des années. Alors, ces trois traits caractéristiques, est-ce qu'ils ne se retrouvent pas aujourd'hui dans les nouveaux partis politiques qui ont été créés ou bien les partis en vue? Vous répondez quoi? Quand je prends d'abord les deux blocs de la majorité. Qu'on ne le veuille pas, derrière ces deux blocs, il y a la grande et l'hyperdomination de la figure du chef de l'État. Pas talon. Sa figure reste et demeure. Et tout le monde s'incline devant cette figure. Est-ce que cette hyperdomination n'est pas une résurgence des années 90? Je laisse chacun faire les analyses et de voir. Aujourd'hui, ce parti politique, est-ce que ce n'est pas la manne financière ne vient-elle toujours pas d'une personne ou de quelques groupes d'individus qui jettent la manne financière dans ces deux blocs de partis politiques? Je ne réponds pas à la question parce que je ne suis pas dans ces deux blocs. C'est à eux de savoir de quoi nous parlons. Et quant à la question de la régionalisation de ces partis politiques, à la création des partis politiques, quand on prend, au moins on peut répondre à ces questions. Quand on prend le bloc républicain et le bloc progressiste, on sait qu'à un moment donné, les grands leaders du Nord se sont retrouvés dans le bloc républicain et les grands leaders du Sud se sont retrouvés dans le bloc progressiste. C'était l'évidence au départ, à quelques exceptions près. Alors ça veut dire que les trois caractéristiques, je peux répondre qu'il y a un caractéristique qui transparaît plus ou moins à travers les trois formations politiques, les deux formations politiques. Et maintenant, quant aux autres, chacun de répondre pour savoir si ce qu'on reproche à ces partis politiques ne continue pas et ne serait pas demain des goulots d'étranglement pour la pérennisation des acquis de 2019 à 2059. Parce que ce sera 30 ans plus tard. Est-ce qu'on pourra résister? Parce que contrairement au Bénin, où nous perdons tout et nous sommes dans une procédure d'éternel recommencement, ailleurs, on ne perd pas tout. Et ça qui fait qu'on parle de grande démocratie et autres. En Europe, aux États-Unis, les partis restent et dépassent 30 ans et survivent des années plus tard. Et que vous vous souvenez, j'ai fait dans ce plateau un débat où je parlais de cycle de 30 ans. Et qu'après 30 ans, il y a toujours un bouleversement du système politique béninois. C'est comme si le cycle se reproduit et l'évidence est devant nous aujourd'hui. Alors, vous êtes de l'UP et vous avez suivi votre vis-à-vis. Pour lui, malheureusement, pour le Bénin, c'est comme un bis repetita. On prend les mêmes autrement, on recommence. Les mots de 90 reviennent autrement. Vous en dites quoi? Je voudrais dire que je partage la première partie de son analyse. C'est-à-dire? À savoir que les partis de 90 avaient donc trois caractéristiques, comme il l'a dit. Okay. Il y a la régionalisation des partis, le fait que ces partis sont portés par des individus, et puis ensuite la domination financière. Je suis entièrement d'accord avec lui, mais pour rejeter son analyse au niveau donc, de la deuxième partie, pour dire que quand on prend aujourd'hui les nouveaux partis politiques qui sont créés depuis l'année dernière, ou bien l'année surpassée, notamment le Bloc républicain, l'Union progressiste,
quand je prends ces deux partis politiques-là, je voudrais dire que ces trois caractéristiques ne se retrouvent plus là aujourd'hui. Il parle d'une figure forte. Il n'y a pas le chef de l'État. D'une figure forte. Il n'y a pas une figure forte aujourd'hui. Pas d'influence du chef d'État. Au niveau donc, de ces partis politiques. Quand vous prenez l'Union progressiste aujourd'hui, il vous sera difficile de démontrer, de justifier que ce parti politique appartient à Bruno Amoussou. Ou que ce parti politique est dominé par Bruno Amoussou. Ce n'est pas vrai. Vis-à-vis ne voit même pas Bruno Amoussou, il voit le chef de l'État. Non, justement, je pense que il s'est peut-être trompé à ce niveau-là, au niveau de son analyse, parce que dire que ces partis politiques sont dominés par le chef d'État, je pense que ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. Nous parlons des individus, des chefs de partis politiques, du mode de gouvernance de ces partis-là. Vous, Félicien Fayon, vous y êtes. Et ceux-là qui disent que de l'autre côté, UPBR, ça n'agit pas sans mention du chef de l'État. Vous répondez quoi? Je ne pense pas. Je ne Vous pense pas que ce soit vrai. Ça ne se passe pas. Je ne pense pas que ce soit vrai parce que j'ai assisté, j'ai vécu des prises de décision qui n'ont même pas eu besoin de l'intervention du chef de l'État. Parce qu'en fait, ce n'est pas des partis qui appartiennent au chef d'État, mais c'est des partis qui soutiennent le chef d'État. C'est des partis, vous avez vu comment est-ce que ces partis ont été créés. Le chef d'État n'a jamais lancé un appel à l'adhésion à ces partis politiques. Ça a été des adhésions spontanées. Vous avez vu comment les populations ont adhéré à ces partis politiques-là. Il y a eu même des inscriptions en ligne qui ont été faites. Et rien n'avait contraint. Félicien Fayon, il ne tire pas les ficelles dans l'ombre, comme disent certains, non? De toutes les façons, c'est des partis qui apportent leur soutien au chef de l'État. Et l'Union progressiste, si je dois parler de ce parti politique, compte contrôler désormais le pouvoir à partir de 2021. Ça, c'est clair. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, je voudrais revenir à son analyse pour dire que il vous sera difficile de démontrer que Biotchane contrôle aujourd'hui le bloc républicain. Parce que quand vous allez le dire, Jean-Michel Abimboula vous dira non, que ce n'est pas vrai. Et de l'autre côté, Madame Massi ou bien à Madame, il vous dira que c'est faux, vous n'avez pas raison. Et donc, c'est ainsi que l'Union progressiste, quand vous prenez l'Union progressiste aujourd'hui, qui est dirigée par le président Bruno Amoussou, mais quand vous allez à Pereret aujourd'hui, avec les résultats que nous avons eus hier ou avant-hier, c'est que c'est l'Union progressiste qui va contrôler la mairie de Pereret. Donc, ce n'était pas évident avec les anciens partis politiques qui sont en train de mourir aujourd'hui. Ce n'était pas trop Et la question du pouvoir de l'argent. La question du pouvoir de l'argent, il y a peut-être de l'argent au niveau de ces partis politiques aujourd'hui, mais cet argent qui est dépensé, je ne vois pas cet argent venir de mécènes. C'est le fruit de cotisation des membres. Ça dit que la dépense est spontanée. Moi, vous arrivez à cotiser, vous? Moi, j'étais sur le terrain le vendredi, le samedi et le dimanche dernier. J'ai vécu les dernières heures de la campagne électorale. Je peux vous dire que j'ai dépensé, quand j'ai dépensé, c'est que j'ai contribué dans ma zone, dans ma région, de façon spontanée, sans qu'on ne me l'ait demandé. Je n'ai même pas cherché à savoir si le parti a envoyé un appui, d'accord, au candidat de la zone. Mais j'ai dit, il faut quand même apporter un soutien. Non, c'est spontané. Il en a été de même pour beaucoup de jeunes, beaucoup de cadres du parti politique. Donc, aujourd'hui, dire que il y a des gens qui financent ces partis politiques dans l'ombre, je ne crois pas trop. C'est spontané. C'est spontané aujourd'hui un peu partout. Même à Porte-Novo, où M. Delors Faton a dit avoir assisté, d'accord, à la dépense ou à l'utilisation de l'argent, c'est sûr que personne n'a envoyé cet argent de quelque part. C'est les militaires eux-mêmes à la base, puis il s'agit d'une élection de proximité. Donc, quelqu'un qui est candidat dans son arrondissement va forcément dépenser. S'il a l'argent dépensé pour avoir les populations. Donc, en somme, il ne faut pas craindre pour l'avenir. Il ne faut pas craindre pour l'avenir. C'est plutôt des partis qui sont aujourd'hui, qui laissent de la place à la jeunesse. Que vous ayez de l'argent aujourd'hui ou pas, vous pouvez militer au sein de ces partis politiques et facilement. Et il sait que beaucoup de jeunes sont aujourd'hui élus conseillers municipaux et communaux et ce n'est pas des jeunes qui ont forcément de l'argent. Alors que par le passé, avant même qu'on ne vous positionne sur la liste, on vous demande votre contribution financière. Tu nous es parvenu quelque chose que je partage avec vous. Voyez les FCB. Qui est-ce qui a financé les FCB? Et pourtant, vous avez vu les résultats qu'ils ont fait. Mais il a semblé dit tout à l'heure que s'ils ont eu un peu de manne financière sur eux et qu'ils en avaient un peu distribué, peut-être que sa situation ne serait pas la même. Parce qu'on en a vu d'autres. Ça veut dire qu'à Kandi, à Savet, à Banté et autres, où les FCB ont fait des percées, donc c'est de l'argent que les gens ont distribué, je ne crois pas. Alors on revient sur les résultats tels que nous les avons obtenus. Nous avons parlé du grand outsider, le PRD, pour une première fois depuis l'expérience de la décentralisation, ne comptera pas de maire, sauf miracle. Et dans le cas d'espèce, mesdames, messieurs, il n'y aura pas de miracle, même s'il y a des recours au regard des chiffres dont on dispose parlant des résultats provisoires. Alors, l'UP prend la tête, et ensuite suivi du BR, puis la FCBE. Je prends les deux formations qui viennent en tête, l'UP et BR, pour certains observateurs,
Il fallait s'y attendre. Il n'y a pas événement. Vous répondez quoi? Pour vous, ça sautait à l'œil? Je dirais oui et non. Ok. Oui, parce que l'UP ne prend pas la tête. L'UP garde la tête. Ah bon? L'UP ne prend pas la tête. L'UP garde la tête. Vous allez là vers les législatives, c'est ça? Oui, justement, parce que à l'issue des législatives, vous avez vu que l'Union progressiste est restée largement donc, en tête. Et donc, l'Union progressiste a conservé cette place à travers donc, le travail qui est fait. Et je dis non, parce que ça n'a pas été gagné d'avance. Ce n'est pas que d'office, c'est ces grands partis politiques-là qui vont pas. Non, il y a un travail qui a été fait, un travail minutieux qui a été fait sur le terrain pour avoir ces résultats-là. Et donc, quand vous voyez qu'un parti qui est organisé du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, face à d'autres partis qui sont restés ancrés dans une région donnée, quand vous prenez par exemple l'UDBN, qui n'a travaillé pratiquement que dans Aboum et Caravi, ne vous attendez pas à ce que l'UDBN égale. Non, s'il vous plaît, ils ne sont pas sur ce plateau, mais je ne vous laisse pas dire ça, on les a vus. Vous avez vu partout sur les territoires nationaux. Vous avez vu les affiches de l'UDBN? Vous avez vu les affiches de l'UDBN à Calavi. Avec les moyens qu'ils ont. Non, ce n'est pas une question de moyens. Avec les images, aussi, avec la photo de Mme Claudine Prudence au sol. Je me demandais si elle était même candidate à Cotonou. Sinon, qu'est-ce que c'est sa photo cherchée à Cotonou? Alors que l'Union progressiste, quand vous voyez l'Union progressiste, quand on arrive dans une commune, c'est que l'Union progressiste essaye d'afficher déjà aux populations celui qui pourrait être probablement le prochain maire. Et on met celui-là en avant pour dire c'est lui que nous proposons. Ce n'est pas pour dire que c'est déjà désigné, non? Pas que c'est déjà désigné, mais c'est-à-dire le casting est déjà là. Et c'est ça qui oriente peut-être le vote des populations. Donc, il n'y a rien à casser au niveau de l'Union progressiste. Quand vous êtes organisé comme ça, et qu'on sait qu'à Cotonou, Lucas Tropo avait été donc mis en avant, et qu'à Calavi, il y avait Georges Bada, à Porto-Novo, Yankoti, et ainsi de suite dans les autres communes, quand on le voit comme ça, c'est normal que chacun fasse son travail et qu'on ait les résultats que nous avons obtenus. Mais quand vous prenez les autres partis politiques, par exemple, quand vous prenez FCBE, M. Delors n'a qu'à me dire celui qu'ils avaient prévu, par exemple, pour Porto-Nouveau, pour contrôler la mairie. Celui qu'ils ont positionné au niveau d'Aboum et Caravi pour contrôler la mairie au cas où ils allaient gagner. Et donc, s'il y a un manque de travail qui est fait, il ne faut pas qu'on croie que c'est parce que les autres ont de l'argent, les autres ont les moyens qu'ils ont pu avoir la tête. Et ont des appuis, non. Et ont des appuis, non. Je ne crois pas que ça, c'est un travail minutieux qui a été fait et c'est ça qui a permis d'avoir les résultats auxquels nous... Alors, l'UPBR, ce n'est plus à rappeler, ce sont eux qui tiennent la tête du peloton et votre vis-à-vis, la Matelée, ceci est le fruit du travail minutieusement, mais aussi très bien fait. Vous répondez quoi? Je lui concède sa perception des choses. Il ne peut que parler ainsi. Mais quand il fait l'analyse par rapport aux dernières législatives, il lui-même sait que l'analyse est biaisée. Pourquoi? Parce que les données dont il dispose ne sont pas les meilleures données. Ces dernières législatives ont été exclusives. Alors que ces communales ont fait participer tout le monde. C'est-à-dire que normalement, ces données ne sont pas les données dont il faut tenir compte. Mais il faut comprendre quelque chose. Quand on parle d'une élection, c'est une compétition. Donc, tous ceux qui forcément ont levé la main ne peuvent pas participer à cette élection. Il n'y a que ceux qui sont éligibles, ceux qui remplissent les conditions, les critères, qui peuvent participer à une élection. Donc, à partir de cet instant, dire qu'une élection a été exclusive, je crois que c'est trop dit. Puisque toute élection est d'office exclusive. Voilà, Laurent Delors-Faton, vous êtes... Ce débat, nous ne le referons pas, parce que nous connaissons bien les tenants et aboutissants de ce débat. On ne va pas faire ce débat pour les élections, des dernières législatives. Pour les dernières élections, vous avez vu par Mouel, qui n'a pas pu prendre part à ces élections. Vous avez vu par exemple d'autres partis politiques qui n'ont pas pu prendre part à ces élections. Diront-ils que c'est une élection inclusive ou bien exclusive? Je dis que ce débat, je ne vais pas le refaire. Okay. Je vais faire le débat des communales. Allez-y, faites-le. Et maintenant, pour les communales, c'est simple. Vous savez... L'UP, ils ont bénéficié de tout. Ils ont bénéficié de leur... Ils disent avoir travaillé. Vous dites ils ont bénéficié de leur position au Parlement. Ils ont bénéficié de leur audience après les dernières élections législatives. Ils ont bénéficié de leur image qui a été faite et construite durant 1 an, au moins 2 ans, parce qu'ils ont participé aux dernières élections. Ça veut dire qu'ils avaient déjà eu la chance de faire une certaine campagne pour la population qui les a gardés en mémoire. Nous sommes venus de 4 ans. Après 4 ans, c'est la première fois que nous participons aux élections. Et que la première considération dont il faut tenir compte par rapport au FCBE, d'abord, les populations disent, est-ce que vous participez ou pas? Pour l'UPBR, pour vous, c'est plus qu'évident. Et il y a des facteurs motivants. Tellement. Okay. Parce que j'ai parlé de leur présence aux dernières législatives, j'ai parlé de la campagne qu'ils ont eu à faire par le passé, qu'ils ont refait cette fois-ci. Mais il y a aussi la présence aux côtés du chef de l'État. Si vous avez bonne mémoire,
les dernières années, bien la dernière année, c'est l'année où le chef de l'État a déployé tous les grands moyens pour faire les travaux d'assemblage et autres sur le terrain, et il ne pouvait qu'en bénéficier. Mais il y a aussi... Donc ces travaux du chef ont de l'État, ils ne pouvaient qu'en bénéficier parce qu'ils se réclament du pouvoir et ils ont les travaux du chef de l'État à vanter auprès de la population. Mais en dehors de ce facteur, il y a aussi le facteur financier dont ils ont bénéficié. Qu'ils ne le veuillent pas, ce n'est pas d'eux qu'il est question. Tous les partis appartenant à la mouvance ont toujours des faveurs dont ils bénéficient à cause de leur appartenance à la gestion du pouvoir. On le sait, qu'ils en ont bénéficié. Mais il y a aussi cette disposition géopolitique dont ils ont bénéficié. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des députés et des maires partout. Tous les maires de la mouvance du Bénin, excepté le maire de Copago, sont des maires de la mouvance. Et ils sont majoritairement progressistes. Tous ces maires sont candidats dans leurs différentes localités. Et des députés sont aussi là. Ils disposent pas de tous les députés dans le Bénin. C'est qu'ils ont des acteurs politiques majeurs positionnés dans tout le Bénin qui disposent des moyens de l'État et autres qu'ils ont déployés sur le terrain. C'est qu'ils ont tellement de facteurs avec eux, mais pas contrairement à nous autres. Avant de revenir à vous, vous avez dit tout à l'heure, excepté, s'il vous plaît, vous avez dit tout à l'heure, excepté le maire de Copago, y a-t-il un maire de l'opposition à l'Assemblée? C'est le maire de Copago, oui. C'est le seul maire appartenant à l'opposition au Bénin. Maire. Tous les autres maires sont les maires de la mouvance et sont majoritairement progressistes. Okay. Tous ces maires sont candidats et ont déployé les maires. Mais s'il vous plaît, non, à un instant, ça aussi je veux comprendre, vous avez dit maire, c'est vrai, j'ai posé la question autrement, mais jusqu'à preuve de contraire, l'UP, le BR, avant ces élections, ne sont pas supposés avoir de maire. Voilà. Mais vous savez, après la venue au pouvoir du chef de l'État, tous les maires ont été débauchés ou bien contraints à rejoindre la mouvance. Et nous connaissons ce qui s'est passé pour l'élection de certains maires qui ont été élus contre la volonté des unes, d'autres ont été contraints à rejoindre la mouvance de gré ou de force de ton rejoint. Et il s'est fait que toutes les mairies du Bénin appartiennent à la mouvance. Ce n'est pas de parti talent qu'il s'agit. C'est une constante au Bénin où tout pouvoir a tendance à s'approprier toutes les mairies pour contrôler le Bénin dans son ensemble. Ce n'est pas nouveau, c'est une pratique au Bénin. Mais cette fois-ci, la pratique a connu plus d'ampleur et s'est imposé davantage. Quand vous avez tout ce dont j'ai parlé, et quand vous avez les moyens de l'État, quand vous avez tout, et quand vous avez de l'argent, et quand vous avez une population qui est hautement analphabète, et qui, c'est malheureux de le dire, je ne vais pas avoir de l'affront avec cette population pour laquelle je me bats et que je continuerai à me battre, mais qui répond à l'appel de l'argent. Alors, Félicie Fagnon, l'option était de tout faire pour bannir l'argent des comportements. Oui. Et si c'est vrai que les populations aiment bien l'argent, c'est aussi vrai que les politiques peuvent les rééduquer autrement. Vous avez encore cédé aussi à cette tentation innée. Monsieur Joël, je pense que ce que M. Delors, Faton a dit, a manqué de logique. À quel niveau? Oui, à deux niveaux. À deux niveaux, parce qu'il a parlé de trois. J'ai noté 3 niveaux d'intervention chez lui, mais à 2 niveaux, il y a un peu de logique qu'on n'a pas retrouvée. Okay. D'abord, il a parlé de l'ancienneté, c'est-à-dire des partis, du fait que ces partis soient créés il y a un peu plus d'1 an, et donc ils ont eu le temps de travailler pendant 1 an là, pour pouvoir donc se faire connaître correctement des populations, et donc être ancrés donc, dans ces populations-là. Je dis, mais s'ils disent cela, mais qu'est-ce que le PRD va dire? Le PRD qui est un parti politique qui est là depuis 1990, les FCBE qui sont là avant 2011, et comparativement au BR et à l'UP. Et c'est pas que c'est des partis qui sont morts, mais c'est des partis qui sont restés en activité, puisque jusqu'à ce qu'on aille aux élections, il y avait encore des élus FCBE qui étaient encore là. Donc les FCBE il a ajouté d'autres éléments. Je vais en venir tout à l'heure. Il a parlé du fait que le BR et l'UP ont des députés un peu partout. Je vais lui donner 2 exemples. Je prends par exemple la commune de Kandi. Quand vous allez à Kandi, vous avez par exemple un ministre qui est là. Alassane Seydou, ministre de la décentralisation, il est membre de l'UP. D'accord? Il est de Kandi. Vous avez le député qui est là, qui est à l'Assemblée nationale, il est de l'UP. Vous avez le maire qui est là, il est de l'Union progressiste. Mais bizarrement, c'est les FCBE qui ont dominé
qui vont aujourd'hui prendre le contrôle de la mairie de Kandi. Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau, par exemple, s'ils pensent que parce que l'UP a des maires, l'UP a des députés et même des ministres, et que c'est pour ça qu'ils ont gagné. Mais prenons l'exemple de Kandi, par exemple. Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? On dit que les sections confirment la règle. Peut-être que c'est le cas. Non, mais c'est qu'il y en a un peu partout, puisque vous allez par exemple à Basila. À Basila, où vous avez le député qui est là, M. Soui, qui est de l'Union progressiste, qui est là aujourd'hui. Mais les FCBE sont aujourd'hui maîtres. Donc, en somme, il faut nuancer. En somme, il faut nuancer. Il ne faut pas dire de go que c'est parce qu'ils ont des députés, parce qu'ils ont des ministres, des maires, que c'est pour ça que cela ont gagné. Il faut reconnaître la qualité du travail qui est fait. Et c'est en cela que, même quand il parle de l'argent, les FCBE ont dépensé quoi pour aujourd'hui se retrouver à ce pourcentage. En tout cas, on y est déjà, vous allez suivre. Et ça a peut-être pour contrôler au moins 6 communes. Voilà, on va suivre. On va suivre la pente considérée comme la grosse surprise de ces élections. Les FCBE, ils sont nombreux en tout cas à ne pas forcément attendre les FCBE là. Pour certains, c'est la place qui reviendrait de droit au PRD. Pour d'autres, non, c'est bien possible que les FCBE occupent la place qu'elles occupent actuellement. Pour vous, Félicien Fayon, quelle lecture le politique en fait? Oui, vous savez, la percée des FCBE, je dis, elle a été une surprise. Ça, c'est clair. Il faut avouer qu'elle a été une surprise. Je l'ai dit. Si c'est l'argent, effectivement, qui a été au cœur des élections, c'est que les FCBE n'auraient rien, non? Si tel que M. Deloff a dit, les FCBE n'auraient rien. Vous êtes sûr que vous ne faites pas économie de vérité? Non, je suis sincère. Ils disent que les FCBE ont un coup de pouce. Non, je que ne crois pas. l'UP devrait pouvoir connaître. Je ne crois pas. Et j'ai commencé par le dire à l'entame de mes propos, que les résultats des FCBE montrent que Boni Yayi est vraiment terminé politiquement. C'est ce que vous voyez en même temps. Oui, et qu'il a perdu le contrôle entier des FCBE. Parce que malgré lui, son appel au boycott des élections, puisque... Vous savez qu'il n'est pas descendu sur le terrain. Non, pour le politique que vous êtes, est-ce que c'est... Il a démissionné lui-même. Connaissant Boni Yayi, il aurait pu... Félicien Fayon, connaissant Boni Yayi, il aurait pu descendre sur le terrain. Quand il se garde de descendre sur le terrain... Il a démissionné. Donc, quand il se garde de faire ce qu'il a fait là, vous ne pensez pas qu'on peut en faire encore une autre lecture politique? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire que même s'il était descendu sur le terrain, ça n'aurait pas d'effet parce que les résultats que nous avons, puisque quand vous prenez Tchaourou, si on pense que peut-être qu'il est resté là dans les consignes, mais allons à Tchaourou, aujourd'hui c'est l'Union progressiste qui est en passe de contrôler la mairie de Tchaourou et la commune d'origine de Yayi Boni lui-même. C'est pour dire que lui, le FCB aujourd'hui, là, il ne faut plus coller ça à Yayi Boni. C'est fini complètement aujourd'hui. C'est ce qu'il peut voir en même temps. C'est ce que moi je vois, je ne dis pas UP, c'est ce que moi je vois. Je vois la fin du règne politique du président Boni Yayi, puisque malgré les démissions, malgré le boycott, malgré qu'il n'est pas financé, puisqu'en réalité, nous avons eu dire que il a même voulu donner de l'argent pour la caution, mais que les leaders actuels de FCBE ont refusé cet argent. M. Deloff est là, à moins qu'ils me disent que lui, il a pris de l'argent après pour pouvoir payer sa caution, mais que les autres ont refusé cet argent et ont travaillé seuls pour obtenir ce résultat. Ça veut dire que lui, il est terminé complètement. Il ne peut en aucun cas rester quelque part aujourd'hui et se réclamer ou bien réclamer la victoire de FCBE dans cette commune-là. Je crois que ce serait une erreur. L'autre leçon que moi, parce que apparemment nous tendons vers la fin, je voudrais noter que l'UDBN et le PRD sont des partis qui doivent forcément revoir leur mode de fonctionnement, qui doivent accepter soit de se fondre, ou alors... Les deux vont s'entendre pour se fondre. Ce n'est pas impossible. Okay. Ou alors se revoir pour créer de nouveaux partis politiques et changer complètement, d'accord, et de logo et de dénomination. Vous savez, Porte Nouveau, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes citoyens. Il suffit juste de changer de parti politique aujourd'hui pour continuer par contrôler Porte Nouveau. Ils sont à l'écoute, ils verront bien. Ils ont la matière aussi. Oui, Félicien Fayon. Oui, de leur façon, quel a été le secret des FCBE ou le coup de baguette magique des FCBE s'il y en a eu? D'abord, la première chose qu'il faut clarifier est que la question du Boni Yayi est une question délicate qu'il faut traiter avec toute la doigté possible. Je voudrais qu'on la mette de côté et que les instants du parti en décident et y réfléchissent sérieusement. C'est ça. Maintenant, ça n'empêche que vous appréciez qu'il y a eu ce retrait annoncé et qu'il y a eu ce résultat. Je vais en venir. Ce que les FCB ont fait au Bénin, ce n'est pas un exploit, c'est un miracle. Ah, c'est un miracle. C'est un miracle. Ce qui s'est passé. Parce que nous avions tout contre nous. Autrement, la FCB aurait pu prendre de l'eau.
nous étions appelés à disparaître. Et personne ne vendait cher notre peau. Partout au Bénin. Parce que nous avions tout contre nous. C'est-à-dire? Et il faut vraiment rendre hommage à ceux qui ont fait ce travail et particulièrement à ceux qui ont fait les meilleurs scores à partir des collines jusqu'au nord. Parce qu'ils avaient tout à affronter. Ils avaient d'abord affronté le retrait de Boni Yayi, qui a été un coup de massue à quelques semaines des élections. Il y avait nos camarades d'hier qui ont battu campagne contre nous sur le terrain, sérieusement. Ne dites pas qu'ils ont battu campagne pour BR et des camarades d'hier ont battu campagne contre nous sur le terrain. Alors que d'entre eux étaient sur la liste positionnée. Ils ont battu campagne contre le parti dans des fiefs, dans des localités du pays. Il y a aussi la rareté des moyens financiers. On n'en avait pas. Et si on vous dit ce que le parti a pu déployer sur le terrain comme moyen financier, vous allez pleurer pour nous. Et il y avait aussi cette jeunesse qui était, je dirais, pratiquement novice en politique, qu'on a envoyé au front et qui s'est débattu bec les ongles pour faire ne serait-ce que les petits scores que nous avons eu à faire dans certaines parties du pays. Quand je prends par exemple Touloumé, en dehors de 2 ou 3 cas exceptionnels, tous ceux qui étaient candidats étaient des nouveaux, des jeunes qui étaient dénoués de tout moyen financier et qui n'avaient rien que leur croyance en l'avenir de ce pays, qui n'avaient que leur bouche, leur capacité physique à défendre et à aller aux contre la population, à leur parler. Et quand vous avez ça, et quand vous avez les 2 blocs de la mouvance en face de vous, qui passaient partout pour dire d'abord avant les élections, avant que la Sénat ne proclame et ne donne la récépissé provisoire, dit partout que vous ne n'aurez pas d'élection, que les FCBE seront encore une fois exclus des élections et que nous ne serons pas d'élections qui le disent. Et qui après, eux-mêmes disent que nous sommes le 3e bloc de la mouvance. Ils le disent. Et la population, quand vous faites tout, quand vous parlez, vous dites tout, la première question que vous pose, est-ce que vous êtes le 3e bloc de la mouvance ou pas? C'est-à-dire que nous avions tout contre nous. Et malgré ce tout-là, on a fait ce miracle. Alors, vous avez fait le miracle, Dieu vous merci. dites, et Dieu merci, donc vous tournez vers Dieu, à côté du travail que vous avez eu à battre. 14,98%, eh bien, c'est ce que vous avez pu obtenir. La barre des 10%, elle est atteinte. Mais l'autre grand défi, et c'est tout l'enjeu de ce scrutin, c'est bien pouvoir porter un candidat en 2021. Et ça, il va falloir avoir au moins 16 mairies. C'est bien ça. Alors, 14,98%, en vérité, sur les chiffres, ce n'est pas évident. Sinon, les FCBE n'y arrivent pas. Alors, comment entrevoyez-vous la suite, le gain? Je ne les espère jamais, et pas jusqu'au dernier moment. Nous avions 2 objectifs en allant à ces élections. Réussir à avoir la barre de 10% et réussir à avoir la barre de 16 mairies. Nous avons réussi à atteindre un objectif. Le second n'est pas encore atteint. Nous sommes en politique. Vous ne Et désespérez rien pas. n'est joué d'avance. Merci, je reviendrai vers vous tout de suite à 14,98% pour les FCBE. Alors UBR, les coudées franches en dehors des 83 députés pour accompagner le régime. Alors voilà un peu pratiquement la totalité des maires. En tout cas, s'il faut porter un candidat, encore c'est UP et BR. Comment vous l'appréciez politiquement? Vous êtes heureux? Oui, mais pourquoi ne pas être heureux des performances de notre parti politique au niveau de C'est-à-dire, une autre lecture basique, c'est que ceux qui vont choisir désormais, ce sont ceux de la mouvance. Donc, aucune formation de l'opposition pour choisir les probables candidats à la présidentielle de 2021. Et quelles leçons vous en tirez? Beaucoup de fierté? Quand on parle de mouvance et opposition, Vous n'avez pas trop. C'est juste des vues d'esprit, à mon avis, c'est juste des terminologies. Vous êtes sérieux en le disant? Je le dis parce que nulle part dans la Constitution, il n'est écrit mouvance, opposition. Le concept existe pourtant, Félicien Fagnon. Et il n'est pas écrit, il n'est pas exigé que pour les élections présidentielles ou bien même législatives, mais quelles que soient les élections, il n'est pas dit qu'il faut forcément la participation et de la mouvance et de l'opposition, enfin les 2 candidatures pour que l'élection ait lieu. Donc à partir de cet instant, le pays étant un et indivisible, en 2021, si l'Union progressiste propose un candidat et que peut-être le bloc républicain a un autre candidat en dehors de celui de l'Union progressiste, je crois que ça peut aller. Les FCB se sont battus, mais malheureusement n'ont pas pu avoir le pourcentage qu'il faut pour parrainer un candidat ou bien une candidature. Ce n'est pas encore tard.
ils peuvent toujours continuer par esprit, mais je crois que ce ne serait pas dans nos rangs. Félicien Fayon, malheureusement, le temps est complètement parti. J'avais promis vous revenir. De leur façon, on va s'en arrêter là, ne vous en faites pas. Il y aura un autre jour pour qu'on puisse se retrouver. Merci à vous pour la disponibilité. Merci également à vous, Félicien Fayon. Chers téléspectateurs, grand merci. 100% Bénin pour le numéro du jour. On s'en arrête là. Et ça va être cette citation d'Albert Einstein. Un problème sans solution, mesdames, messieurs, c'est un problème mal posé. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.